Bien, donc on va démarrer. Bonjour à tous, bienvenue pour cette conférence sur les études supérieures à l'étranger, mais également voilà, sur les césures, Parcoursup, un peu voir comment est-ce qu'on peut s'y retrouver. Donc une conférence qui devrait durer à peu près 45 minutes. Donc je me présente, je suis Yvan Coallier, psychologue de l'éducation nationale, et je travaille au Centre d'information internationale à Lyon, qui est un centre vraiment spécialisé, donc un CIO spécialisé sur la mobilité internationale. Donc notre travail, c'est de voir en fait avec chaque jeune, donc lycéen, étudiant, non scolarisé, qui souhaite partir à l'étranger, quelles vont être les meilleures possibilités pour eux de partir. Donc je suis également membre du réseau Euroguidance. Euroguidance, c'est le réseau européen pour l'orientation du programme Erasmus+. Donc dans cette conférence aujourd'hui, il va y avoir deux grandes parties. Une première vraiment sur les études, comment faire pour mettre des études à l'international. Donc on verra comment faire quand on part en échange, donc inscrit dans l'établissement français, ou quand on veut s'inscrire directement à l'étranger. Et dans une deuxième partie, où je serai rejoint par une jeune volontaire du Corps européen de solidarité, je vous présenterai un peu comment partir dans le cadre d'une césure, donc pour ceux qui veulent partir vraiment en dehors des études. Donc on n'est pas très nombreux là, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, levez la main, on a quelqu'un qui pourra faire passer un micro si jamais vous avez des questions. Alors, pour commencer, je vais vous demander d'aller sur le site Slido ou bien de flasher ce QR code et donc de répondre voilà, deux petites questions. Alors, je vais me remettre voilà, là-dessus en full screen. Donc voilà, vous avez toujours le QR code. Alors, j'ai oublié, hop. Voilà, on va le voir à l'écran normalement. Hop, voilà. Donc là, on voit, pour voir un petit peu qui vous êtes, ça va permettre de faire mon discours un petit peu en fonction de qui vous êtes. Donc vous êtes majoritairement élèves de terminale, un peu d'élèves de première, donc moitié-moitié, un peu d'autres, quelques parents. Peut-être équipe éducative également. Non. Donc on voit majoritairement des élèves de première et de terminale, à peu près moitié-moitié. Ok. Alors je vais vous poser une deuxième question maintenant. À votre avis, là en quelques mots, vous pouvez mettre plusieurs solutions. Que peut vous apporter une mobilité? En gros, à quoi ça sert de partir, que ce soit pour vous personnellement ou à plus long terme? Qu'est-ce que ça vous apporte de partir à l'étranger sur quelques semaines, un mois, un an et en fonction des programmes? Donc on voit apprendre une langue, des rencontres, acquérir de l'expérience. Allez-y, n'hésitez pas. Voilà, découvrir de nouveaux pays, gagner en maturité et en ouverture d'esprit. Donc là, on voit que ça vous apporte des choses peut-être plus personnelles, voilà, sur de l'indépendance, de la découverte de différentes cultures. Alors on voit que globalement, pour les Français, de manière générale, le premier objectif, c'est l'immersion pour apprendre une langue. Mais on voit que si cela se voit très concrètement, eh ben, il y a plein d'autres choses que vous allez développer en partant à l'étranger, voilà, personnellement, comme l'autonomie, la maturité, la capacité à gérer des projets, etc. Et ça va vous servir dans la suite à la fois de vos études, parce qu'on voit que ceux qui font ça réussissent souvent mieux leurs études par la suite et se font plus facilement admettre dans des universités ou dans différentes écoles. Et également pour ceux qui veulent ensuite travailler, il y a eu des études d'impact qui ont été faites et qui ont montré que ceux qui avaient eu la possibilité de partir trouvaient ensuite plus rapidement un travail et avaient des évolutions de carrière également plus favorables. Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Alors, on va revenir sur le PowerPoint. Hop. Est-ce que j'y suis? Parfait. Hop. Alors, pour commencer un petit peu à voyager, comme ça, se mettre un peu dans l'ambiance, où est-ce que c'est ça? Barcelone, Espagne. Là, on part un peu plus loin. Rio de Janeiro. Là, peut-être un peu plus compliqué. Europe centrale. Là, on est à Prague. Alors, partir, donc suivre des études à l'étranger. De quoi parle-t-on? En fait, cette première question, c'est souvent celle que me posent les lycéens quand ils viennent là sur le stand où on est juste derrière ou dans mon bureau.
ils veulent partir suivre des études à l'étranger. Mais pour certains, ça a des réalités différentes. C'est-à-dire que certains, pour eux, c'est simplement partir de quelques semaines à quelques mois pour apprendre une langue et ensuite revenir en France. Pour d'autres, ce qu'on voit un petit peu plus en haut, ça va être d'obtenir directement un diplôme à l'étranger, c'est-à-dire faire tout le parcours au Royaume-Uni, au Canada, en Allemagne, en Espagne, etc. Et pour d'autres, la photo plutôt en bas à droite, ça va être de partir dans le cadre d'un échange, c'est-à-dire commencer ses études à l'université, par exemple en Bretagne, ou dans une école de commerce ou d'ingénieur, et pendant ces études-là, profiter d'un programme d'échange et partir un semestre ou une année. Donc on va commencer par vous présenter comment ça se passe quand on part dans le cadre d'un programme. Donc là, on est bien pour des étudiants qui s'inscrivent sur Parcoursup là, quand ils sont en terminale et qui vont commencer un programme de formation en France et qui vont ensuite partir dans le cadre d'un programme d'échange. Alors là, on est sur des échanges entre établissements, c'est-à-dire que vous pourrez partir simplement chez les partenaires de votre université. On parle souvent d'Erasmus+. Vous voyez là, c'est l'exemple des accords d'une université. Vous voyez que les gros points, c'est plus en Europe, parce que Erasmus permet ça un peu plus facilement. Mais vous en avez également sur les autres continents, sur l'Amérique, sur l'Asie, un peu en Afrique, etc. Les mobilités, dans ces cas-là, sont gérées par les SRI, ou en tout cas les services des relations internationales des universités ou des écoles. C'est-à-dire que vous allez être encadré par votre établissement. Et le temps de formation, il est ensuite validé en France. C'est-à-dire que ce que vous faites à l'étranger, à l'université à Stockholm par exemple, va être validé dans votre cursus français. Alors, à quel moment et pour quelle durée? Souvent, c'est cette question-là qu'on nous pose. Alors, quand on part dans le cadre des études, dans le cadre des échanges, ça ne se fait jamais dès la première année. Tout simplement parce que l'établissement ne vous connaît pas et qu'en général, les demandes se font l'année avant de partir. Donc, en théorie, c'est dès la deuxième année, mais concrètement sur le terrain, on voit que c'est plutôt en troisième ou quatrième année d'études. Voilà, ce qui vous laisse le temps, vous qui êtes en première ou terminale, encore de préparer votre projet, vous améliorer en langue, vous familiariser avec le monde universitaire ou en études supérieures. La durée, c'est en général un semestre ou une année d'études. Donc un semestre, soit en gros de septembre à janvier ou alors de janvier à mai à peu près. Et on peut obtenir une mobilité par cycle d'études, c'est-à-dire une mobilité par exemple pendant le cycle licence, donc les 3 premières années, et vous pouvez encore le faire au niveau du master et pourquoi pas encore derrière au niveau du doctorat. Il y a une petite particularité quand même pour ceux qui iraient faire des études plus techniques, comme les BTS par exemple ou les BUT, dans lesquels il y a des stages qui peuvent se faire très tôt et ça dès la première année. Et là, vous pouvez obtenir des subventions, donc des bourses Erasmus par exemple, ou d'autres bourses régionales, pour partir faire un stage à l'étranger. Mais ça va être la seule possibilité pour ceux qui veulent partir tout de suite après le bac. Alors, il existe également des doubles diplômes. Et ça, c'est vraiment le partenariat, on va dire, le plus abouti, parce que ce sont du coup 2 écoles qui se mettent ensemble pour créer des diplômes communs. Donc ça veut dire que vous êtes diplômé à la fois de votre université ou de votre école française et également de l'école à l'étranger. Les plus connus, ce sont les diplômes franco-allemands, parce qu'il y a ce qu'on appelle l'UFA, l'Université franco-allemande, qui a un site qui est bien dédié, qui vous présente tous les accords qui existent. Donc il y en a dans les sciences de l'ingénieur, dans l'économie, dans les métiers de l'éducation, dans les sciences humaines. Il y a à peu près toutes les formations qui sont représentées. Et ensuite, pays par pays, on va retrouver également des offres de double diplôme. Sur notre site Euroguidance, je ne sais pas si c'est très visible sur l'écran, là, donc c'est euroguidance-france.org. On a un onglet, un dossier en première page, quand vous descendez un petit peu, sur les doubles cursus. Et dedans, on va avoir des listes de doubles diplômes que l'on a repérés avec les différents pays européens, donc l'Espagne, l'Italie, l'Allemagne, la Grèce, la Pologne, la République tchèque, etc., etc. Donc ça vous permet de voir, en fonction de ce que vous aimeriez faire, s'il existe des doubles diplômes qui vous permettent là par contre de faire moitié des études à l'étranger, moitié en France. Donc vous êtes dans une classe qui est mixte et vous obtenez les diplômes des deux pays. Donc ça c'est vraiment le plus abouti. Les avantages de partir également comme ça dans le cadre d'échange, c'est qu'au niveau financier, c'est quand même
assez intéressants, notamment par rapport aux frais de scolarité. Vous ne paierez les frais que de l'école française. Donc si c'est l'université, ça va être gratuit pour les boursiers, et puis pour les non-boursiers, c'est une somme qui est pas très très élevée quand même. Et en plus de ça, vous pourrez obtenir des bourses. On entendra souvent la bourse Erasmus+, qui est là la bourse pour des écoles qui sont en Europe. Mais vous avez également d'autres bourses, des bourses régionales par exemple, ou alors des bourses d'aide à la mobilité internationale, ou les bourses du Crous qui sont sur critères sociaux, ceux-là. Donc là, ça dépend vraiment des revenus de la famille. Donc voilà un petit peu l'état des lieux pour ceux qui partent dans le cadre d'échange. On est où là? On est à Valence, en Espagne. Et là, Italie, Fontaine de Trévi. Alors, donc là, je vous ai présenté assez rapidement ceux qui voulaient partir dans le cadre d'échange. Et après, on pourra prendre quelques questions si vous en avez. Mais on a quand même des lycéens qui souhaitent partir tout de suite après le bac. Donc, à votre avis, est-ce que c'est possible de partir en études tout de suite après le bac? Au moins, cochez. Faites la tête, oui, non, oui. Donc, il y en a qui disent oui. Donc, oui, ça va être possible. À ce moment-là, on parlera de mobilité vraiment individuelle, ou ce qu'on appelle les free movers, où là, on est vraiment en dehors de tout programme d'échange. C'est-à-dire que vous n'êtes pas lié à une université ou une école française. À votre avis, pour ceux-là, ceux qui sont en terminale, est-ce qu'on doit passer par Parcoursup? Non, on ne doit pas passer par Parcoursup pour ceux qui veulent aller s'inscrire directement à l'étranger. Hein, les exemples que j'ai, ceux qui veulent aller au Canada, par exemple, aux États-Unis ou d'autres pays européens, ils ne passent pas par Parcoursup, mais ils vont devoir candidater vraiment dans le pays qui les intéresse et donc suivre les procédures propres à chaque pays. Donc là, il va bien falloir se renseigner en amont. Donc ceux qui sont en terminale, il y a encore des choses qui sont possibles, mais il y a quand même des dates qui ont commencé déjà à être passées. Ceux qui sont en première ont déjà plus de temps pour se préparer. Puisque les calendriers peuvent être vraiment différents. C'est-à-dire qu'on a des destinations où les dates limites d'inscription, c'est en ce moment. Par exemple, le Royaume-Uni, sur UCAS, ça se termine le 20 janvier. Et on est le 20 janvier. Il y en a d'autres, par contre, où ça va être plus tard, en février, mars, voire même des fois pendant l'été, juillet par exemple. Donc ça dépend vraiment des pays. Il peut y avoir des fois une démarche de reconnaissance du bac français à réaliser. Le bac français est quand même bien reconnu comme diplôme de fin d'études secondaires dans le monde, mais il peut y avoir des fois des démarches à faire en plus. C'est le cas chez nos voisins espagnols, chez nos voisins belges par exemple. Donc il faut également se renseigner pour ces démarches administratives. Souvent, l'admission se fait en ligne, donc ce qui a quand même de faciliter drôlement les choses, hein, puisque les dossiers se remplissent soit directement sur des plateformes qui seraient un peu les équivalents de Parcoursup, soit directement auprès d'écoles, mais dans ce cas-là, c'est pareil, c'est une plateforme qui va être propre à l'école et sur laquelle vous pouvez directement déposer un dossier. Par rapport aux critères d'admission, il faudra toujours vérifier si le diplôme que l'on a va être suffisant, notamment si c'est un bac général, si c'est un bac technologique, on n'a pas forcément accès au même type d'études, ni avec un bac professionnel. Même pour ceux qui ont un bac général, dans certains pays, pour certaines formations, on va demander des spécialités particulières. Je prends le cas de l'Irlande, par exemple, parce qu'on n'est pas si loin que ça. La plupart des universités demandent d'avoir fait maths, même si vous faites autre chose que des matières scientifiques, même si vous êtes en littéraire, en psychologie, en sciences humaines ou autre. Donc il faut bien vérifier à chaque fois les prérequis et les matières qui sont indispensables pour pouvoir postuler dans les universités. Ensuite, ils vont regarder le niveau académique. Très souvent, ils vont se baser même sur la note du bac, donc que vous aurez en fin d'année, et ils vous offrent en fait ils vous font des offres conditionnelles. Par exemple, pour ceux qui postulent en Irlande ou au Royaume-Uni, ils peuvent vous donner des réponses assez tôt dans l'année. Par contre, ils vous disent oui, on vous prend à condition que vous ayez, par exemple, 13 sur 20 à votre bac, avec au moins 14 en SVT, par exemple, des choses comme ça. Et puis, ce qui va également compter de façon importante, c'est la motivation et la personnalité. Ça, pour vous, ce n'est pas quelque chose de nouveau, parce que dans Parcoursup, maintenant, vous devez aussi faire des lettres de motivation.
Mais dans certains pays, c'est peut-être encore plus pris en compte. C'est-à-dire qui vous êtes globalement, vous n'êtes pas qu'un élève, vous avez aussi des activités en dehors, vous avez des passions, vous êtes des fois investi dans des associations, dans la vie du lycée, et tout ça, ça va vous rapporter des points. Hein, et ça va permettre que vous soyez plus facilement admis. Ils demanderont également souvent des lettres de recommandation. Donc là, c'est les enseignants, ou on va dire l'équipe éducative en général, qui va devoir estimer si vous êtes fait ou pas pour ces études-là et si vous avez des chances de réussir. Globalement, ça va être ça. Alors, quand on veut s'inscrire à l'étranger, à votre avis, est-ce qu'on peut s'inscrire dans un bachelor à l'étranger, donc directement, avec un niveau assez faible ou moyen dans la langue d'enseignement? Non, effectivement non. Et c'est un des points qui peut être un peu délicat des fois, c'est que j'ai des lycéens qui me disent, à juste raison, hein, qui voudraient aller, par exemple, s'inscrire dans un bachelor dans un pays anglophone. Comme ça, ils sont diplômés et en plus, ils apprennent la langue. Sauf que pour rentrer dans l'université, on va vous demander d'abord d'avoir un test de langue de passer. Pour les tests d'anglais, les plus connus, ça va être le TOEFL et l'IELTS, donc l'IELTS. Donc TOEFL, test américain, IELTS, test britannique. Mais il peut également y avoir de plus en plus l'application Duolingo, qui est née pendant la Covid. Donc, enfin, le test est né pendant la Covid, et de plus en plus d'universités l'acceptent. Ensuite, il y a d'autres langues également. Il y en a peut-être qui vont partir en Italie, en Espagne, en Allemagne, ou pourquoi pas dans des pays asiatiques, où là, chaque langue va également avoir ses tests de niveau. Les tests de niveau, vous n'avez pas besoin de partir dans le pays en question. Vous pouvez très bien les faire en France. Et en général, à Brest ou plus loin, sur Rennes ou Nantes, vous avez des sessions d'examen. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les tests, ça a aussi un coût. Donc, c'est environ 250 € pour les tests en anglais. Et c'est un peu moins cher pour les autres langues. Et le niveau exigé peut être différent en fonction de chaque programme. Imaginez que vous postuliez pour aller dans un bachelor en communication aux Pays-Bas, par exemple, en anglais. Et ben là, ça va être un niveau des fois plus élevé que si vous deviez passer des épreuves, par exemple, faire un bachelor technique ou en mécanique ou en sciences appliquées, où c'est un anglais plus technique qui est demandé. Donc il faut bien se référer à chaque fois à la formation que vous demandez. Ce qui peut des fois être compliqué également pour les lycéens français, c'est de gérer le budget. Parce que quand on part tout seul, il n'y a pas beaucoup d'aides possibles. Hein, on n'est pas dans le cadre d'un programme Erasmus, par exemple. Et du coup, il faut également s'acquitter des frais de scolarité. Les pays anglophones, en général, ça va être ceux-là qui vont être les plus chers. Là, j'ai mis des estimations assez générales. Là, on voit l'Australie, États-Unis, on est régulièrement autour de 20 000 € l'année d'études, sans compter tous les à côté, hein, le logement, le transport, etc. Et on voit que si on regarde des fois des destinations plus proches, comme en Europe par exemple, on peut avoir quand même des frais de scolarité qui sont quand même bien moins élevés. Donc il ne faut pas hésiter à s'ouvrir un petit peu, à regarder ce qui peut être réalisé. Surtout que quand on reste dans un pays du Conseil de l'Europe, donc c'est un peu plus large que l'Union européenne, on peut conserver les bourses du Crous, c'est-à-dire les bourses sur critères sociaux français, donc là en fonction des revenus des parents. Alors, je vais vous donner maintenant juste quelques pistes pour trouver les formations, parce que c'est bien beau de parler de tout ça, mais il faut aussi que vous soyez après un peu autonome pour vous y retrouver. Donc sur notre site Euroguidance, que vous voyez là, euroguidance-france.org, dans la rubrique Partir à l'étranger, on a donc toutes les destinations qui font partie d'Erasmus, mais on a également des dossiers sur de destinations hors Europe. Donc là, pour chaque pays, je vais vous mettre l'exemple de l'Irlande. Vous avez un onglet sur les études supérieures, mais également sur les stages, les langues, comment se préparer, etc. Là, on est sur les études. Donc sur les études, vous allez avoir à chaque fois un petit carrousel. Hein, c'est ce qu'on voit là tout en haut, mais du coup qui tourne, il y a différentes informations qui viennent et qui vous donnent les informations un peu phares pour se repérer. Là, par exemple, ça s'est arrêté sur les modalités d'admission. Donc là, c'est cao.ie. En gros, c'est leur petit Parcoursup. Mais sur cette page-là, vous avez toutes les informations concernant les diplômes, mais également les procédures d'admission. Donc, si vous ouvrez les différentes fenêtres,
mais également tout ce qui concerne les frais de scolarité et les bourses, le coût de la vie, le logement, tout ce qui va concerner les assurances, etc., etc. Donc là, ça vous permet vraiment d'avoir des informations précises et concrètes sur les études. On a un autre site qui est propre à notre académie, donc c'est le site du C2I, donc c2i.edu.ac-lyon.fr, où on a développé notamment un outil qui peut vous être utile, que l'on trouve en bas à droite. Là, ça s'appelle la Mobidata. En fait, on a regroupé les sites internet officiels des différents pays en fonction des thématiques, que l'on a classés dans un outil. Et en fait, globalement, il vous suffit de regarder en fonction de ce que vous cherchez. Par exemple, là, j'ai mis études supérieures. Au Danemark, trouver une formation. Et ça vous renvoie directement sur le site officiel du ministère de l'Éducation danois. Et vous avez accès au moteur de recherche danois. Si vous voulez, je vous montre l'exemple. Là, vous tombez tout de suite sur donc, Find Your Study Program. Donc, ce sera forcément en anglais, où vous pouvez sélectionner le type de diplôme que vous voulez. Et ça vous donne ce type d'information, où là, vous avez voilà, le nom de la formation. Et puis après, quand vous cliquez, vous avez également ce qu'on y fait, les prérequis, comment on s'inscrit, etc. Donc, à partir de la Mobidata, ça vous permet quand même facilement et rapidement d'avoir des informations fiables sur les études en Europe et ailleurs. On a essayé de recenser le maximum de pays possibles. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là sur les études à l'étranger? Une petite pause, non? N'hésitez pas, ou même après, à revenir dessus. Oui, il y a une question là. S'il y a le micro, comme ça, tout le monde pourra bien vous entendre. Merci. Est-ce que toutes les écoles demandent des TOEFL, trucs comme ça, des tests en anglais? Alors, si je reprends ma présentation, toutes les écoles dans lesquelles vous allez vous inscrire par vous-même, donc tout de suite après le bac par exemple, dont l'enseignement sera en anglais, demanderont automatiquement un test d'anglais, qui peut être le TOEFL ou l'IELTS, mais des fois ils peuvent accepter également des examens de Cambridge par exemple. Et dans de rares cas, ils peuvent également se fier à la note d'anglais que vous avez au bac. C'est le cas par exemple de l'Irlande et du Danemark. Mais autrement, attendez-vous à devoir passer un test de langue. Oui. Quand vous partez dans le cadre d'un échange, là c'est en général l'université ou votre école de base en France qui va vérifier le niveau de langue que vous avez. Et là, c'est pas automatique qu'il vous fasse passer un test de langue. Oui, une autre question là? Est-ce que vous savez si les écoles de sciences politiques, elles font partie des échanges que vous avez présentés? Alors, tous les instituts d'études politiques et puis Sciences Po également à Paris, ils ont tous les instituts ont des accords Erasmus, mais aussi des accords en dehors de l'Europe, ça c'est clair, ils en ont tous. Ils vous font partir, même des fois, ils vous font partir plus tôt que ce que j'ai indiqué tout à l'heure, parce qu'il y a des fois même des mobilités possibles dès la première année avec Sciences Po, étant donné qu'ils ont un recrutement un peu particulier parce qu'ils sélectionnent quand même les étudiants. Mais là, dans Sciences Po, il y a une mobilité qui est obligatoire quasiment dans le parcours. Tout comme ingénieurs, ceux qui feront des études d'ingénieur en France auront obligatoirement une mobilité à réaliser. Voilà. Merci. D'autres questions? Ouais, là, il y a une question aussi. À l'issue d'une année comme ça en mobilité libre, donc pas dans le cadre d'un échange, est-ce qu'on doit repasser par Parcoursup? Alors là, de ce que j'ai présenté, c'est des étudiants qui veulent s'inscrire directement à l'étranger dans une université. L'idée qu'il y a derrière, c'est plutôt de faire tout le cursus à l'étranger. C'est-à-dire qu'on s'inscrit sur un bachelor en 3 ans, en 4 ans, et on va au bout de la formation. Si l'étudiant ne se plaît pas à l'étranger ou ça se passe mal, par exemple, eh ben, il peut très bien revenir en France. Et à ce moment-là, s'il veut réintégrer le système français, il devra refaire Parcoursup. Là, juste après, donc dans la deuxième partie, je vais plutôt parler de l'année de césure, qui permet de partir pendant 1 an à l'étranger, mais tout en restant inscrit dans l'établissement français. Donc c'est un petit peu différent et qui répondra peut-être à votre question. Merci. Alors, on va continuer à voyager un tout petit peu. Où est-ce qu'on est là? Pas une petite idée? Porte de Brandebourg à Berlin. Là. On est encore un peu plus loin. C'est pas facile, c'est là. C'est Reykjavik en Islande.
Donc là maintenant, je vais vous donner des pistes pour partir en dehors des études, mais que ça peut venir vraiment compléter en fait votre parcours de formation. Je vais commencer par 2 ou 3 façons de partir qui peuvent se mettre en place relativement tôt, c'est-à-dire dès l'été, pour des jeunes, on va dire de 15 à 18 ans en fonction des programmes. Le premier, ce sont les voyages Zelidja. Je vous ai mis le site internet pour retrouver. C'est une fondation en fait, qui a un partenariat avec l'éducation nationale et qui offre des bourses de 900 € pour voyager l'été pendant au moins 30 jours. C'est-à-dire que là, vous devez voyager seul avec quand même un fil rouge, c'est-à-dire une thématique à votre voyage qui peut être sur le sport, la culture, les arts, etc. Donc vous devez expliquer ce que vous allez faire, comment vous allez être logé, etc. etc. Et c'est un dossier qui a déposé avant fin mars pour obtenir une bourse de 900 €, comme je vous l'ai dit, pour partir pendant l'été. C'est de 16 à 20 ans. Ensuite, pour d'autres, il y a un programme qui est très intéressant, qui va intéresser plutôt ceux qui sont du coup en première et terminale, parce que ça va arriver pour eux bientôt. C'est une initiative européenne qui permet aux jeunes de 18 ans, donc dans l'année, de gagner un pass interrail et de voyager partout gratuitement à travers l'Europe pendant de 1 à 30 jours en fait. C'est un jeu concours où il y a des questions sur l'Europe et ensuite pour tous ceux qui ont bien répondu, il y a un tirage au sort s'il y a plus de candidats que de places. L'avantage par rapport au programme d'avant, c'est que l'on peut voyager à plusieurs. C'est-à-dire qu'on peut jouer tout seul, mais en rattachant jusqu'à 4 autres personnes dans son groupe et faire gagner du coup 4 personnes et voyager à 5. Ça se joue l'année des 18 ans. Donc pour cette année, c'était en octobre. Ceux qui étaient nés en 2004 donc, pouvaient jouer donc, en octobre dernier. Et leur mobilité va se faire là de février 2023 à février 2024. Et donc l'année prochaine, donc pour ceux qui sont en terminale normalement, ce sera ceux qui sont nés du coup en 2005, pour partir du coup l'année d'après. Donc il ne faut pas hésiter. Le jeu concours il est ouvert sur une dizaine de jours seulement. Donc il ne faut pas hésiter à bien se renseigner en amont là-dessus. Et c'est un programme européen donc financé en partie par Erasmus et qui donne également des accès à des musées, des concerts et tout gratuits pour les jeunes européens. Donc c'est une initiative qui est plutôt intéressante. Autre possibilité, c'est de participer à des chantiers internationaux. Donc là, on est sur des mobilités plutôt de 2 à 3 semaines pendant l'été. Alors, il y a des chantiers qui sont ouverts à partir de 15 ans, aux 15-17 ans. Vous voyez un petit peu les types de missions qu'il peut y avoir. Donc au début, c'était beaucoup de la rénovation, de la reconstruction, mais maintenant, il y a beaucoup de programmes qui tournent autour de festivals, par exemple de musique, de théâtre, des arts, ou de choses liées un petit peu au social. L'avantage, c'est que ça ne coûte pas très cher. C'est à peu près 200 € pour des séjours de 2 à 3 semaines. Et ça vous permet de rencontrer des jeunes vraiment de plein de pays différents. Alors avant d'aller sur des choses un peu plus longues, continuez à voyager un petit peu. On est où là? Édimbourg, en Écosse. Là, celui-là vous l'avez en général. Voilà, la Belgique, Mannequin Peace. Donc là, je vous ai présenté 2-3 choses pour partir vraiment plutôt pendant l'été. Et là, maintenant, on va vraiment faire une parenthèse sur l'année de césure. Puisque l'année de césure, c'est vraiment la possibilité d'interrompre ses études pendant une année, d'accord, dans l'optique de les recommencer à la suite. Avec, en fait, l'objectif de vivre une expérience personnelle qui peut prendre différentes formes. On va en parler un petit peu après. Et l'avantage, c'est que c'est inscrit dans la loi et ça vous permet de rester finalement inscrit dans l'établissement scolaire. Concrètement, pour ceux qui vont renseigner Parcoursup là, dans les semaines qui viennent, jours et semaines qui viennent. Donc à partir de maintenant, quand vous allez faire des vœux sur Parcoursup, vous pouvez cocher une case de demande de césure. À ce stade-là, ça montre simplement l'intention que vous avez éventuellement de faire une césure, mais ça ne vous obligera pas à la faire. Et les établissements n'ont pas accès à l'information. Donc ça joue ni en bien, ni en mal pour les étudiants. Ce n'est que lorsque vous avez vos réponses au mois de juin, et même plus tard encore au mois de juillet, quand vous êtes inscrit dans une école, que là, vous pouvez vraiment déposer un dossier de césure,
où vous allez devoir expliquer ce que vous allez faire et le chef d'établissement ou le responsable de l'université peut accepter ou non votre demande. Si elle l'accepte, ça veut dire que vous restez administrativement inscrit dans l'établissement. Vous pouvez partir pendant 1 an et vous avez votre place de réservée pour l'année qui suit. Si jamais entre-temps, vous changez d'avis et que vous voulez faire d'autres vœux dans d'autres formations, à ce moment-là, vous pouvez tout à fait refaire Parcoursup et vous serez considéré comme un étudiant qui sort du bac. Vous voyez un petit peu les différentes façons de partir. Ça peut être dans une autre formation que celle dans laquelle vous êtes inscrit. D'accord ? Par exemple, si vous êtes inscrit en droit à Brest, vous n'avez légalement pas le droit de partir en césure en faisant du droit dans un autre pays. Il faut que ce soit quelque chose de différent. Ça peut être une expérience en milieu professionnel, sur un CDD, un CDI, de l'auto-entrepreneuriat par exemple, ou encore sur du volontariat, voire du bénévolat. Donc là, c'est vraiment à vous de gérer et de créer, de monter votre projet de césure. Ce n'est pas quelque chose qui est tout clé en main en fait. Alors pour y réfléchir un petit peu, encore sur notre site euroguidance-france.org, on a fait un dossier sur la césure où vous avez un petit quiz qui vous permet en une dizaine de questions de vous guider un petit peu et de savoir ce que vous pourriez être amené à faire. C'est-à-dire si vous êtes plutôt attiré pour aller sur du volontariat, de l'expérience professionnelle, des cours de langue, etc. Et ça vous donne également, il y a une rubrique pour aller plus loin, et ça vous donne des liens pour trouver les associations en fonction de ce que vous aimeriez bien faire. D'accord ? Ou pour trouver du job, ou pour trouver des cours de langue, etc. Et vous pouvez également vous appuyer sur notre site dans les différentes formes de mobilité, puisque donc, nous avons plein de dossiers sur le séjour au pair, sur comment aller apprendre une langue dans un autre pays, comment faire des volontariats, des jobs, du travail, etc. Donc là, vous avez vraiment des ressources qui vont être importantes. Alors, pour continuer, je vais vous montrer maintenant une ou deux façons de partir en césure de façon un peu plus approfondie. Où est-ce qu'on est là ? Continue de voyager un petit peu. Donc là, on est à Londres, London Bridge. Là, en Suisse, à Genève. Donc maintenant, je vais vous présenter assez rapidement le corps européen de solidarité. Et donc, il y a 2 collègues. Donc, on va peut-être ramener un autre siège en plus. 2 jeunes. Si vous pouvez lui ramener son siège, parfait. Donc là, le corps européen de solidarité, je vous ai expliqué rapidement en quelques mots ce que c'est. Merci. Voilà, on vous donne les micros. Donc j'explique rapidement ce que c'est et après vous allez expliquer un peu comment vous avez fait vous. Donc le corps européen de solidarité, je vais être très rapide, en gros c'est un peu comme un service civique, mais qui serait fait dans un autre pays européen. Ça dure 2 à 12 mois, mais souvent c'est des durées un peu plus longues, plutôt 10-12 mois. Il faut avoir entre 18 et 30 ans pour le faire. Et vous voyez un petit peu les missions que vous avez là. Et Anna et sa collègue vont vous expliquer ce qu'elles vont faire. Globalement, il faut vous inscrire sur le site européen de la jeunesse, donc trouver une association à l'étranger, être supporté par une association en France qui va vous aider à monter le projet. Et après, du coup, vous pouvez partir et vous avez tout qui est compris, le transport, le logement, tous les frais de vie, etc. Et une petite indemnité à vivre en plus sur place. Donc, bonjour à vous. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et dire ce que vous faites? Maybe in French or in English? We try in French, and if Yeah. not, then in Elles vont essayer en français, et puis vous pourrez faire un peu de l'anglais si vous préférez. Voilà. Ok. Allez-y. Bonjour, je m'appelle Anna, je suis géorgienne, je suis volontaire européenne à Brest pour 10 mois. 10 mois, oui. 10 mois. Je travaille à MFR, Maison Familiale Rurale. Je fais cours d'anglais pour les gens. Ok, voilà. Très bien, on va commencer comme ça. À Merci. vous maintenant. Oui, bonjour tout le monde. Je m'appelle Freya, je suis danoise, j'ai 19 ans et je travaille
comme volontaire européenne à Croix-Rouge, lycée Croix-Rouge à Brest. Et moi, je fais aussi les cours, les ateliers anglais pour les étudiantes. Et les posts de Facebook et quelque chose avec le développement durable. Ouais, c'est ça. D'accord. On voit déjà que les activités peuvent être variées. Ça peut être sur de l'éducation, donc des cours de langue. Ça peut être sur de l'environnement. Ça peut être lié à des nouvelles technologies. Donc il y a pas mal de missions qui sont possibles. Alors, pourquoi est-ce que vous avez voulu faire un volontariat? Maybe in English. Why did you Yeah. choose to make a voluntary? So I chose to have a gap year, année de césure, because I did not know what to study. I finished high school last summer, and I wanted to travel. I did not know where to go, but I wanted to go do work somewhere, and it ended up being here. I had French in high school, so I know a little bit, but I'm in the middle of learning French as well. And it was a coincidence that I ended up in Brest. But I really like being in Croix-Rouge. D'accord. Peut-être pour ceux qui, en quelques mots, donc elle avait fini son lycée, elle savait pas quoi faire comme étude, donc elle a voulu venir faire du travail ou du volontariat. C'était un peu une coïncidence qu'elle se retrouve en France, mais elle est très contente d'être ici. Et vous voyez au passage que le français n'est pas forcément obligatoire, c'est surtout l'anglais qui va être la langue utilisée. Donc pareil pour vous, si vous partez dans un autre pays, en Pologne, République tchèque ou autre, c'est d'abord l'anglais qui sera utilisé et après un petit peu la langue du pays. Et vous? As for me, I am planning to work about the Erasmus Plus project and volunteering in Georgia. And before I do, I wanted to experience it in myself. And the main reason to come in France was to learn French. Also, I like people and I like to meet new people and make friends. So I already have several new friends and I'm so happy. And also I'm very happy that I chose Brest because the culture is a little bit, unique and different. And I like that people are so hospitable. So the main idea for me was to have an experience of teaching English, making new friends, learning French. And I hope I will succeed. D'accord. Donc, Anna veut s'engager ensuite dans la gestion de projet Erasmus. Donc, elle voulait le tester d'abord par elle-même. C'est pour ça qu'elle a choisi le français aussi pour apprendre la France pour apprendre le français, se faire de nouveaux amis. Elle est très contente aussi d'être arrivée à Brest. Elle vous remercie pour votre hospitalité. En tout cas, voilà, pour le fait que ce soit très agréable d'être accueilli comme ça en France. Et elle voulait également avoir des expériences pour enseigner un petit peu l'anglais. Peut-être une dernière question. Qu'est-ce que ça vous a apporté d'être ici en volontariat? What is the main impact for you as a person? For me, the main thing is living in another country, which is amazing. I love learning French, trying to speak French, French food and culture. But it's also my first time living by myself. So everything is changed from what I know from Denmark. And yeah, just traveling in Europe is a really good way to see the world and the people that are closest to you in the world. Ok, merci. Est-ce que vous avez des questions autrement là dans l'Assemblée pour nos deux collègues européennes? Ou peut-être Anna, pour répondre aussi, qu'est-ce que ça vous a apporté? My answer is almost the same. Same. So we are here to learn about new culture and get an experience of living alone and making friends and, getting used to the new culture. We had some of the, strange, funny situations of the cultural differences between our country and the France. But it is very interesting and it helps us to develop as the persons. D'accord. Une question ici?
Je voudrais savoir si il y a un suivi, parce que vous parlez il faut trouver une association de départ, enfin du pays d'origine et une autre dans le pays d'accueil. Comment est fait le suivi? Vous avez compris? So for me, we only have one organization in Denmark for sending volunteers out abroad. But when I applied to the project that I am in now, there was already organization making it happen, so I did not have to do anything but apply. So it's really easy on the website to apply to all the projects that you want, send motivation, CV and everything, but you would have to check which sending organization is in your area. En France, il y a plusieurs organisations d'envoi, en fait, des associations qui sont agréées. Sur Brest, il y a le BICH, par exemple, de Brest, qui peut prendre en charge l'accompagnement. Et c'est même quelque chose d'obligatoire, c'est-à-dire que les jeunes ne peuvent pas candidater seulement par eux-mêmes sur le programme de volontariat du Corps européen de solidarité. Ça fonctionne comme Erasmus, en fait, où il faut avoir une association d'envoi pour toutes les questions administratives, en fait. Donc ça, c'est obligatoire. Et sur les sites que vous voyez là, vous avez en fait toute la liste des organismes qui sont agréés. Donc si vous mettez la France, organisme d'envoi, vous allez avoir toute la liste des associations. Alors après, les associations, elles peuvent, en fonction de comment est-ce qu'elles sont constituées, elles peuvent vous apporter plus ou moins d'aide. Mais globalement, comme on l'a dit, elles aident sur la constitution du CV, de l'aide de motivation. Elles aident à repérer les associations en fonction des projets qui intéressent. Donc il y a quand même un suivi qui est fait. Ensuite, une fois sur place dans le pays, c'est l'association qui accueille qui va gérer un petit peu le suivi. Et puis au retour, c'est également intéressant puisqu'il y a ce qu'on appelle un Europass, un Mobility, puisque c'est un document qui va reprendre un peu toutes les compétences que les jeunes ont développées pendant qu'ils étaient à l'étranger. Et ça peut être valorisé après pour trouver un emploi, pour continuer une formation, etc. Oui, une question ici. Qu'est-ce que vous aimeriez bien faire plus tard? What would you like to do after as a job? I can answer. So I think that this experience will help me to go back and work with the young people. So to teach English, for example, and I think it's the great experience for me that I work here with the French students in MFR, and I will get this experience. And also I want to work with an exchange Erasmus Plus project in Georgia, so now I know how it works with my own experience. So it's going to help me a lot. Donc c'est OK, en 2 mots, donc elle aimerait bien travailler dans le domaine de l'enseignement, pourquoi pas enseigner l'anglais et également, encore une fois, gérer des projets Erasmus, et c'est pourquoi elle avait envie de le vivre par elle-même de l'intérieur pour voir ce que ça apportait et comment les mettre en place. Vous? Do you know right now what you want to do? I am going back to studying, so I'm going to go to the university in Denmark, and maybe my French will be good enough to go to France to take a exchange year in France to study. Maybe I have a question for you. Is taking a back year something usual in Denmark? Yes, so about 90% of all the high school students graduating each summer, they take a gap year to go outside in the world, to travel, to do a volunteering somewhere. It's really, really common, but most people take only 1 or 2 years and then they go back to studying before finding a work. Vous avez compris, donc c'est à peu près 90% des lycéens danois qui prennent 1 voire 2 années de césure en fait avant d'attaquer les études supérieures. C'est quelque chose qui est très commun, très culturel sur les pays nordiques, germaniques également, et qui se met tout doucement en place en France. Il y a des fois encore la crainte de ne pas arriver à reprendre des études. Je pense que voilà, nos voisins danois montrent que c'est tout à fait réalisable et qu'ils réussissent très bien leurs études derrière. Voilà, merci bien à toutes les deux. Est-ce que vous avez d'autres questions encore avant de les libérer? Non? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voilà. On peut vous applaudir, ouais.
Et je vais juste terminer là maintenant en même pas 2 minutes pour vous montrer justement quelques autres petites opportunités. On est où là? Voilà, aux Pays-Bas, on voit avec tous ces vélos à Amsterdam. Voilà, autre possibilité, autre que le volontariat européen, ça peut être par exemple d'aller faire un séjour au pair. Donc là, c'est s'occuper des enfants dans une famille et être vraiment intégré à la famille. La première question qu'il faut vous poser, c'est quand même si vous avez envie de garder des enfants, hein, parce que vous êtes quand même, ce sera le cœur en fait de votre mobilité. Donc là, il y a la possibilité de passer par une agence ou non. Nous, on va conseiller quand même globalement plutôt de passer par une agence. Ça va quand même sécuriser. Les familles vont être visitées, vont être contrôlées. Quand on a un jeune de 18 ans qui part, c'est peut-être pas plus mal quand même de cadrer un petit peu les choses. Mais pour ceux qui voudraient le faire par eux-mêmes, c'est aussi possible de passer par des plateformes hein, comme Great Au Pair ou Au Pair World par exemple, où là on est en contact direct avec des familles et c'est à vous après de négocier, de signer le contrat, etc. avec eux. Donc là, encore une fois, sur notre site Euroguidance, on a tout un tas d'explications et de liens vers les organismes de séjour linguistique ou d'agences au pair. Possibilité également de partir sur des échanges de services. Donc ça, c'est peut-être pour ceux qui sont un peu plus aguerris, déjà un peu débrouillards, qui sont un peu autonomes et matures forcément. À la base, ça passait beaucoup par le woofing. Donc le woofing, l'idée, c'est d'être dans une exploitation agricole et de travailler quelques heures par jour en échange du gîte et du couvert. Donc c'est des fermes normalement qui sont quand même engagées dans du développement durable. Et suite au succès de ce type de mobilité, il y a d'autres plateformes qui sont nées. Là, je vous en ai mis quelques-unes comme HelpX, Workaway ou HelpStay par exemple. Et là, on va avoir des lieux qui sont un peu plus diversifiés et aussi des tâches diversifiées. Ça veut dire qu'on retrouve aussi des fermes, mais on va trouver des expériences possibles chez des particuliers, dans des associations, des écoles, dans le domaine du tourisme, par exemple dans des gîtes, des hôtels, etc. Et pour des tâches comme aussi bien du bricolage que donner des cours, que garder des enfants, que s'occuper de personnes âgées, faire de l'informatique, etc. Donc c'est quand même assez varié. Et c'est pas trop cher parce que pour entrer en contact avec un hôte, il faut adhérer à la plateforme et ça coûte en moyenne autour d'une 40aine d'euros. Donc après, vous pouvez faire plusieurs voyages, hein, ça peut être de 2-3 jours jusqu'à plusieurs mois chez le même hôte. Il y en a également qui souhaitent partir sur vraiment de l'emploi. Donc là, je vous renvoie plutôt sur le réseau Eurodesk, donc qui est porté également par le BIJ, hein, le Bureau Information Jeunesse, puisque le réseau Eurodesk, c'est le réseau européen de la jeunesse. Donc eux, tous les ans, ils font un dossier sur les jobs à l'étranger, que ce soit pour des jobs d'été ou des jobs un peu tout au long de l'année. Et vous allez avoir des pistes pour trouver de l'emploi dans les domaines un peu porteurs pour les jeunes, hein, comme la restauration, le commerce, encore une fois le domaine de l'agriculture, de l'animation. Donc là, ça vous donne des pistes également pour trouver de l'emploi. Et enfin, pour ceux qui veulent partir en dehors de l'Europe, pour faire là aussi soit séjour au pair, échange de services ou des jobs par exemple, sachez qu'en dehors de l'Europe, il y a également des possibilités, notamment avec le permis vacances-travail. Donc c'est un visa en fait, qui vous permet de rester dans les pays que vous voyez là pendant 1 à 2 ans selon les destinations et d'avoir le droit de voyager, de travailler et un peu d'étudier également sur place. Par contre, après, c'est à vous d'être autonome et de chercher un travail, un logement, etc. Sur le site que vous voyez en haut à droite, là, pvtiste.net, c'est un site qui est administré par des jeunes qui ont fait déjà des PVT ou qui y sont encore, mais qui est également subventionné par le ministère des Affaires étrangères français, donc qui a un regard comme un peu institutionnel et avec du coup un contrôle de l'information. Donc dessus, vous avez systématiquement comment obtenir le visa dans ces différentes destinations. Mais surtout, après, vous avez des dossiers vraiment thématiques sur comment trouver un emploi, comment trouver un job, toutes les questions administratives à traiter au niveau des assurances, etc. Donc ça vous permet vraiment de préparer au mieux votre mobilité. Donc voilà, moi j'en ai fini pour aujourd'hui. Donc je vous laisse les 2 sites que j'ai cités, donc Euroguidance et puis le site de C2I.
Vous avez notre adresse mail du réseau Euroguidance où on répond, voilà, on continue toutes les semaines. Donc n'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous en avez. Voilà, moi je reste dispo un petit peu pour vous répondre. Et autrement, je suis avec d'autres collègues juste sur le stand que vous avez derrière, à partir à l'étranger, à l'international. Voilà, merci pour votre attention.